Bonjour Madame Baudin-Seigné, vous avez été brevetée pilote très jeune. Pouvez-vous nous dire d'où vient cette vocation qui était quand même très précoce et particulièrement exceptionnelle pour l'époque? C'est vrai. Bien, disons que je suis tombée dedans à la naissance, puisque j'ai un grand-père qui a été sapeur aérostier en 1910, donc sur Versailles, et il était à la fois sur Chalais-Meudon et sur Villacoublay. Ensuite, il est passé mécano-farman. Donc après, il est allé sur Buc-Toussus, bien entendu, sur Saint-Cyr également, et il a fait une partie de sa carrière dans les sociétés aéronautiques de l'époque. Bon, j'ai un grand-père qui n'était pas très bavard, mais j'ai eu la chance de retrouver un certain nombre de documentations que j'ai conservées, et ce qui m'a permis de faire un peu une rétrospective dans un livre qui s'appelle Au vent des hélices. Et j'ai un père qui a également travaillé dans l'aéronautique, entre autres chez Glazur, avec Sylvain Floirat, et qui a été pendant 44 ans président de l'aéroclub Pierre Trébault à Saint-Cyr. Donc il a commencé le vol à voile en 45. Je suis de 44, donc à 1 an j'étais sur l'aérodrome et je ne l'ai jamais quitté pratiquement. Et donc j'ai commencé à voler très très tôt en passager. J'étais pas toujours très sage et mon père, quand il y avait une place dans un avion, m'attachait dedans en sachant que j'allais partir pour 1 heure, 2 heures de vol et qu'ils auraient la tranquillité pendant ce temps-là. Donc c'est vrai qu'à 4 ans, 5 ans, j'étais attachée dans un avion et puis je partais voler, je connaissais tout le coin, je me promenais, je connaissais les fermes, je connaissais tout. Votre grand-père était encore vivant à l'époque? Non, quand j'ai appris à piloter, mon grand-père n'était plus vivant. Non, non. Et donc j'ai commencé à 12-13 ans, tout ce qui était à moteur, les motos, les voitures, les avions, tout ça m'intéressait. Donc, ma foi, à 12-13 ans, j'ai commencé à toucher le manche réellement. Et à 15 ans et demi, j'ai été lâchée par un moniteur, un petit peu en dehors de toute légalité, soyons clairs. Mes parents n'étaient même pas prévenus, n'étaient pas présents. C'était un matin de bonne heure, quand il n'y avait pas beaucoup de vent. Et donc, quand ils sont arrivés à 9h, ma foi, leur fille, elle était lâchée. Et je ne m'y attendais pas parce que je savais que il n'y avait pas de problème d'assurance, il n'y avait pas de tas de choses comme ça, donc je ne m'y attendais pas. D'un autre côté, je ne dois pas dire que j'ai eu beaucoup d'émotions parce que je devais déjà avoir 40 ou 50 heures de vol. Donc c'était relativement facile. C'était votre père qui vous avait un peu initié quand même? Du tout. Non, que des moniteurs indépendants de mon père. Non, mon père n'était pas instructeur, il était président de club, il a fait un peu d'instruction à une période où on pouvait encore un petit peu, mais j'étais formé par un pilote de chasse et un pilote qui avait fait le stage à Chalais-les-Eaux, l'instructeur. Alors on peut dire qui c'était ce pilote de chasse? Ce pilote de chasse, c'est Claude Pinault, qui derrière a fait de la compétition voltige, et que j'ai vu il y a encore quelques mois, et qui avait un stamp 170 chevaux à Cannes, plus un gardant. Et un autre moniteur qui était Georges Hamon et qui continue à faire un peu de double commande sur les Mureaux et qui, je pense, a passé les 80-82 ans, je pense, les deux d'ailleurs. Bon, alors on va peut-être revenir quand même un petit peu sur votre filiation, là, sur votre grand-père par exemple, oui. Parce que lui, il s'était vraiment formé sur le tas. Enfin, comment ça s'est passé pour lui? Par la mécanique. Il était quand même pilote. Il avait non, piloté. Mécanicien. Oui, seulement mécanicien. Seulement mécanicien. Il a beaucoup volé sur les premiers avions, mais en tant que mécanicien. Mais il y avait une grande solidarité entre le mécanicien et le pilote. Même pendant la guerre, ça a toujours été comme ça. Et non, lui-même n'était pas pilote. Donc il a fait la guerre comme mécanicien alors? Oui. D'avion, oui. Et comment ça s'est passé? Vous avez des renseignements? Alors, pratiquement pas de renseignements, si ce n'est des photos que j'ai retrouvées d'as de la guerre, je ne vais pas dire dans une boîte à chaussures, mais presque, et j'ai un peu tout reconstitué grâce à ça. D'accord. Apparemment, il était mécanicien sur le territoire national, alors? Ah oui. Ou est-ce qu'il est allé en Afrique du Nord? Non, du tout. Sur le territoire national, il a commencé par la voiture. La mécanique voiture, et il a très vite évolué sur sapeur aérostier en tant que militaire, et puis après mécanique avion. Ça a été une évolution logique. Il a passé son permis de conduire, je crois, en 1908. Donc derrière, il était intéressé par ce qui était mécanique.
Et vous l'avez connu quand même? Ah oui, je l'ai connu. Je l'ai connu, mais il est décédé en 53-54, donc j'avais 10 ans. Donc j'ai des parfaits souvenirs de mon grand-père, mais pas beaucoup de discussions aéronautiques. Ah bon, vous pensez que c'est pas lui, enfin, ou peut-être indirectement, mais non, qui vous a donné le virus? Non, parce que c'était un homme très discret. Je dirais même jusqu'à un certain point, il n'en parlait pratiquement pas. Il en a peut-être parlé avec mon père, mais moi, puis j'avais peut-être pas le jugement nécessaire non plus à l'époque. Oui. Non, le virus, il est arrivé avec mes parents. Parce que quand vous êtes tous les week-ends sur un aérodrome, vous finissez, ou vous détestez, ou vous aimez. Et on a même été une période où on passait le week-end complet sur l'aérodrome, on arrivait le vendredi soir, on couchait à l'hôtel à la sortie de l'aérodrome, et on passait le week-end complet. Et après, on a même installé une caravane derrière l'aéroclub pour passer les week-ends complets. C'était où ça alors? Saint-Cyr. À Saint-Cyr. Ah oui, je suis pas très loin d'ailleurs. Vous êtes dans l'axe de la piste? Je les vois tous, tous ceux qui font des infractions, je les vois. Mais j'appelle pas la tour. Et les autres, vous les voyez aussi, ceux qui ne font pas d'infraction? Je les vois aussi. Mais c'est vrai que quand il y a du vent du nord, ils se laissent souvent déporter sur la ville et ça pose quelques problèmes avec les riverains. Mais bon. Alors vous, donc, vous avez trempé dans ce milieu en permanence quasiment. En permanence. Donc, vous pouviez presque pas y échapper à la limite. Non, parce que mes parents c'était tous les week-ends, donc je suis partie dedans très jeune. Il y a des anecdotes parce que ma mère rêvait d'avoir une belle petite fille avec des robes à smog, des chaussures vernies. Et puis quand elle s'est rendue compte que j'allais plutôt fureter dans les hangars, papa a décidé que désormais ce serait une salopette et des galoches. Comme ça, j'aurais plus d'incidents diplomatiques avec les tâches de cambouis. Voilà, ça commence à démarrer. Puis après. Vous étiez fille unique? Fille unique, oui. Et vous l'êtes restée? Je suis restée fille unique et mon père a toujours dit c'est bien, j'ai eu la fille et le garçon en même temps, donc c'est parfait. Et donc, tout doucement, je vous dis, des 12-13 ans, les copains ont commencé à me donner le manche, et puis ça a commencé à venir, à bien sentir, et puis après j'ai commencé réellement l'apprentissage avec les leçons traditionnelles, avec les instructeurs. Parce que dès le départ, c'était donc vraiment considéré comme une activité de garçon, alors. Un petit peu. D'après ce que disait votre père, d'ailleurs, j'ai la fille et le garçon à la fois. C'est vrai. À l'époque, on n'était pas quand même beaucoup. Il y en avait. Il y avait Pompon qui avait démarré un petit peu avant moi. Non, il y avait quelques filles. Pompon, c'est une pilote de voltige. Je ne sais même plus son nom de famille. C'était son pseudonyme. Et elle a commencé. Reine Lacour, pardon. Voilà son nom. Elle a commencé dans les meetings aussi, elle. Voilà. Et moi, par contre, j'ai fait le brevet de pilote. Après, j'avais quand même pas mal d'heures de vol quand j'ai passé mon brevet non homologué. Et donc, à 17 ans, j'avais mon brevet. Et là, tout de suite, je me suis intéressée à la compétition. Mais comment ça se passait, ces heures de vol que vous faisiez comme ça donc, elles n'étaient pas déclarées en fait. Les premières, elles n'ont pas été déclarées. Donc, c'est-à-dire que le moniteur prenait sous sa coupe, disait on va faire un vol. Oui, mais il faisait la progression qu'il faisait avec n'importe quel autre élève. Hein. Oui. Mais donc j'ai eu la chance. Mais tout était à son nom, quoi, en fait. Non, mon nom était marqué comme élève. Oui. J'étais marqué quand même comme élève. Et donc, ma foi, très vite, j'étais quand même à l'aise, même à 17 ans et demi, parce que j'avais 6 heures de vol en formation. Et très vite, j'ai demandé à faire de la compétition. Et à l'époque, s'ouvraient les premières compétitions pour les jeunes organisées par la Fédération aéronautique. C'est ce qu'on appelait les concours de jeunes pilotes. Donc ça a été d'abord régional. Après, 1 an ou 2 après ces concours régionaux, on a fait des finales de Coupe de France. J'ai eu la chance toujours de me classer bien, très bien même. Et après, ça a enchaîné sur les Tours de France aériens. En fonction des classements qu'on avait dans les concours régionaux, on pouvait aller au Tour de France aérien et j'ai eu la chance d'en faire 4 ou 5 je crois.
Voilà, alors ça consistait en quoi? C'était des circuits, quoi? Alors les concours, c'était de la précision de pilotage, de la précision d'horaire, et puis de la reconnaissance aussi de points de repère, des choses comme ça, globalement de la précision. Il y a même une période où il nous faisait faire un barreau avec des 8 comme le brevet de base quand il fallait faire 5-8 à altitude constante. Et puis après il y a eu les Tours de France aériens, et entre-temps j'ai commencé à faire du rallye aérien. Alors bon, ça revenait un petit peu au concours de jeunes pilotes, mais un petit peu plus compliqué à chaque fois. Et à l'époque, l'Aéroclub de France en particulier organisait un certain nombre de compétitions. La Coupe Jaffeux-Tissot, c'était tous les ans. Il y a eu la Coupe Hélène du Trieux. Il y a eu les courses de vitesse. J'ai eu la chance de faire 2 courses de vitesse sur Guyancourt-Cannes. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre encore? Les rallyes. Et puis entre-temps, j'ai fait de la formation plus pointue dans les centres nationaux à Carcassonne. Donc là, j'ai été me perfectionner en ce qu'on appelle le P0, P7, donc le perfectionnement du pilotage. Et puis derrière, premier cycle et deuxième cycle, le voltige. Donc ce qui m'a permis dans les compétitions d'évoluer jusqu'au ce qu'on peut appeler les championnats de France de voltige aérienne, qui était la Coupe Marcel Doré à l'époque. Donc et sur Stamp. Voilà. Et Carcassonne, j'ai fait toute la formation sur Stamp, également un petit peu sur Zlin, mais essentiellement sur Stamp. Et comment vous étiez considéré alors? Parce que je suppose que tous les gens qui participaient à ces concours, c'était surtout des hommes, probablement. Enfin, est-ce qu'il y avait quelques femmes, une ou 2 femmes, oui. J'ai connu Danielle Descurés à une finale justement de Coupe de France, qui ensuite a fait le Tour de France aérien et est devenue la première femme commandant de bord à Air France. On s'est connus comme ça. Et d'ailleurs, on a fait une compétition. C'était la Coupe Hélène du Trieux en 67, organisée par l'Aéroclub de France. Et il fallait, dans une même journée, faire un maximum de kilomètres entre le lever et le coucher du soleil, et puis passer 2 frontières. Donc moi j'avais décidé de partir un peu des pays scandinaves et puis d'arriver sur la Suisse, puis repartir. Et puis là, mon mari, on était jeunes mariés, a trouvé que je passais un peu près du rideau de fer. Il m'a dit, tu ferais mieux quand même de changer d'itinéraire. J'étais pas très contente parce que j'avais prévu d'avoir le maximum de temps entre le lever et le coucher du soleil en partant de l'est vers l'ouest. Et donc, j'ai changé mon itinéraire et de colère, je suis partie de Toussus. Je suis allée sur Alicante et ensuite la Chaux-de-Fonds. Donc 2350 km avec tous les aléas que j'ai pu avoir. Si je rentre dans les détails, vous en avez pour une journée d'enregistrement. Ah non, vous pouvez peut-être parler des principaux. Oui. Disons que déjà, c'est un avion qu'on m'a prêté et que j'avais pas eu le temps de faire des essais de consommation. Et donc je suis partie de Toussus avec les pleins et il y a eu un vent très 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 fort qui n'était pas annoncé aussi fort, et donc j'ai réussi à faire 7h30 de vol avec un avion qui avait 7 heures d'autonomie. Donc pour vous dire la vérité, je suis arrivée sur Alicante, il n'y avait plus grand chose à bord. Et puis donc j'avais droit qu'à 1 heure d'escale, donc il fallait faire les pleins d'huile, plein d'essence, le plan de vol. Et donc ces messieurs espagnols très courtois ont voulu me faire mon plein d'huile et mon plein d'essence. Je dis très bien, moi j'ai été faire mon plan de vol. Et puis en revenant près de l'avion, l'essence c'était impeccable et l'huile, il l'avait mis jusqu'au ras. Et là, horaire, il faut partir. J'ai pas le temps de prendre une pipette, de vider tout ça. J'ai dit bon, je sais pas ce qui va se passer, ça va peut-être pas être très drôle. Et effectivement, ça n'a pas été très drôle, c'est-à-dire que j'ai été en rouge à l'huile de Alicante jusqu'à Marseille en gros. Et donc, j'ai quand même pris la précaution de ne pas traverser en direct sur la mer, en me disant il y a quand même des plages, c'est plus accueillant que la mer. Et puis bon, je suis arrivée sur la Chaux-de-Fonds. Et donc, pour faire la moitié du voyage, j'avais mis 7h30. Et pour faire la deuxième partie, même distance, 4h30.
Donc je me suis trouvée arrivée sur la Chaux-de-Fonds avec un peu d'avance. Et là, on peut perdre ou gagner une compétition par un point de détail. J'étais jeune mariée, on avait 6 mois de mariage. Mon mari s'était fait déposer à la Chaux-de-Fonds par des amis pilotes. Donc il était tout seul à la Chaux-de-Fonds, plus d'avion, plus rien. Et moi, arrivé à la verticale de la Chaux-de-Fonds, je pouvais encore faire 1h30 de vol. Et puis donc je me suis arrêtée là parce que je ne pouvais pas le laisser en panne. Lui-même était pilote et le lendemain il prenait des élèves à tout su. Donc j'ai fait mes 2350 km et Danielle Descurés a fait 300 ou 400 km de plus que moi. C'est elle qui a eu le premier prix et j'ai eu le deuxième. Voilà. Comment on peut gagner ou perdre une compétition sur un point de détail. Et vous aviez eu des modèles ou alors tout s'était vraiment passé comme ça, un peu sur le tas dans l'action? Sur le tas, parce que... Vous n'avez pas eu de lecture, par exemple, aéronautique, des choses comme ça qui vous avaient un peu... À 10-11 ans, je lisais les pilotes de chasse de 39-45. Sur mon cosy, j'avais que des maquettes d'avions. Les poupées, il y en avait peut-être une quand même, hein, soyons clairs. Mais c'est vrai que c'était plus une chambre de garçon qu'une chambre de fille. Hein. Non, c'est... Et puis c'est vrai que j'ai toujours été intéressée par ces lectures, par l'histoire aussi. Et donc à l'époque, j'avais passé ce qu'on appelait à l'époque le BESA pour pouvoir avoir des bourses. Et donc ce qui me permettait de voler. Et puis j'ai arrêté les études à 19 ans parce que les compétitions coûtaient cher. Et donc il fallait que je paye mes heures de vol. Et donc j'ai été travailler et pendant quelques années, j'ai consacré tout mon salaire en étant chez mes parents à payer mes heures de vol. Donc je suis arrivée au mariage, pas de trousseau, pas d'argent de côté, rien. Voilà. Ah mais quand on a la passion, c'est l'essentiel. Hein. Ah mais écoutez, en plus, je crois que j'ai vécu une période qui était vraiment très sympathique parce que c'était après-guerre, tout redémarrait et il y avait cette ambiance dans les clubs, c'était une vie de famille. Moi j'ai souvenir que Noël, on le passait au club. On n'allait pas chez la grand-mère, le grand-père, c'était au club avec les amis. Le premier de l'an, c'était pareil. Et c'était une grande famille. Et tout le monde s'entendait bien, ça chantait, ça dansait le samedi soir, mais même si on avait chanté tard le samedi soir, le dimanche matin à 7h on était aux avions pour les sortir et les nettoyer parce que le président surveillait. Et votre futur époux faisait partie de cette famille, justement. Il était déjà mais lui, il était un peu dissident parce qu'il était surtout sud. Nous étions Saint-Cyr. Mais bon, on s'est connus un Tour de France aérien. Ouais. Et il y avait des oppositions comme ça entre les différents. Enfin bon. Non, pas d'opposition. Opposition amicale. Mais non, pas d'opposition. Simplement, quand on vole à Saint-Cyr, c'est un terrain en herbe. Tout sud, il y avait quand même la piste en dur. C'était un cran au-dessus pour des jeunes pilotes. Hein. Oui, puis il y avait eu des unités célèbres qui avaient opéré depuis Toussus, en particulier Normandie-Niemen. Oui, tout à fait, oui, avec les retours des avions, oui, absolument. Oui. Donc pas les gens de la guerre de 14-18, tout ça, ça vous avait fait rêver un petit peu quand même Alors, pour être honnête, je les ai découverts un peu plus tard. Ouais. Un peu plus tard, quand j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire, à commencer à regarder les as, bien sûr. Mais bon, toute jeune, il faut être franc, non, c'était quand même pas encore mon souci. Par contre, comme on n'était pas très loin j'ai très vite accroché sur les pilotes de chasse de 39-45. Avec les Spitz, avec tous ces avions de rêve. Votre grand-père en avait parlé un petit peu peut-être non, pas du tout. Non. Il ne s'était pas confié sur ça. Alors peut-être à mon père, mais moi j'avoue que non, j'ai reconstitué, mais j'avais pas beaucoup d'informations orales ou même écrites de sa part. Non, par contre, j'ai quand même retrouvé tous ses certificats de travail. Donc j'ai donc tout son cursus professionnel avec les dates. Donc là-dessus, c'est vrai que j'ai pu retravailler là où il était. J'ai pu remonter aussi, pendant qu'il était militaire, les différents points où il est passé.
Donc c'est comme ça que j'ai réussi un peu à reconstituer, non pas par une information verbale. Il était sous-officier alors? Non, il est resté. Les grades, je suis peut-être pas préféré là-dessus. Mais non, il n'a pas été sous-officier peut-être, mais je ne sais pas exactement le grade. C'est probable quand même. Peut-être. Il était peut-être c'est possible. Adjudant ou quelque chose comme ça. Enfin, je ne sais pas. D'accord. Et Saint-Exupéry, alors, est-ce que ça vous a un peu parlé ou est-ce que vous aviez... Ah, il y a quand même eu quelques livres de lus, donc c'est sûr que ça fait rêver. Bon, c'est un poète en plus, un pilote et un poète, ce qui est quand même assez fabuleux. Non, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de lire quelques livres de Saint-Exupéry. Et récemment, il y a encore eu une conférence à l'Aéroclub de France à l'Oiseau Blanc, justement sur Le Petit Prince, donc qui peut faire beaucoup parler. Bien, alors bon, quelle avait été vraiment votre motivation, quoi? C'était un peu la liberté, ou simplement l'aventure, la liberté, et après la volonté de me perfectionner en permanence. Donc c'est pour ça que je suis allée faire les centres nationaux. J'ai jamais été, j'en ai fait un ou deux, mais j'ai jamais été après attirée par les meetings. Le côté spectacle, je le sens pas très bien. J'aime y aller, j'apprécie, mais je préfère le travail dans une compétition qui vous demande de la précision, qui vous demande un gros travail, qu'un travail de présentation en meeting. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment faire les meetings. Moi, c'est pas nécessairement mon truc. Même quand vous avez fait un peu de voltige, enfin... J'en ai fait un ou deux, mais bon, comme ça, pour faire plaisir à des gens, mais bon. C'était moins votre... C'était pas ma vocation de meeting. Quoi, non, pas comme Catherine Monory ou même Pascal Alajoanine, qui aime faire du meeting. Non, moi, c'était pas mon... Bon, j'ai à un moment donné pensé de venir instructeur, parce que moi je l'ai fait toujours en loisir. À un moment donné, j'ai pensé venir instructeur, donc j'avais fait le cours théorique de Challes-les-Eaux. Et puis après réflexion, bon, je l'ai fini jusqu'au bout, puis après réflexion, je me suis dit, mais le jour où tu vas être instructeur, ton père va t'installer dans un avion le matin à 8h, il te portera un sandwich à l'heure du déjeuner et tu vas devoir prendre des élèves toute la journée. Et donc, la compétition... Et j'ai jamais été faire la partie pratique, à son grand désespoir. Donc c'était quand même bien une recherche de liberté aussi, malgré tout. Oui, attendez, moi à 17 ans et demi, je partais à l'autre bout de la France toute seule avec un avion. Alors que quand je demandais à aller au patin à glace, ils me disaient « Oh non, j'aime pas beaucoup parce que la voiture c'est dangereux ». Donc vous voyez un peu le déséquilibre de vous laisser un avion partir à l'autre bout de la France faire une compétition, et puis, oh là là, la voiture, Vous voyez qu'il a eu raison parce que j'en ai cassé quand même. Mais pourquoi alors avoir choisi? Parce que bon, finalement, vous avez choisi plutôt l'aviation plutôt que la voiture ou la moto, là, vous nous avez dit. Bon, parce que j'étais plus trempée dans l'aviation, j'y étais en permanence. C'était des questions de. Mais bon, je ne dis pas que j'aurais pas aimé faire de la voiture aussi. Parce que je me souviens un jour, il y avait Jean Sully, je ne sais pas si c'est un monsieur qui faisait un peu de voltige en voiture sur 2 roues et tout ça, et il était à Versailles, et donc on était parti le voir, une équipe de pilotes. Et puis il y a des bonnes âmes qui sont allées dire « Ah, vous avez la plus jeune pilote de France dans la foule, vous devriez la prendre dedans ». Sans me prévenir, sans rien, et d'un seul coup j'entends au micro « On demande en passager Mademoiselle Bondin ». Bon, j'y vais, sympa, on va voir comment il fait ses dérapages contrôlés, comment il passe sur 2 roues. J'ai bien observé, bien sûr. Et puis, l'hiver suivant, j'ai tenté avec la voiture de mon père de faire des dérapages contrôlés sur le taxiway à Saint-Cyr, sur du verglas. Bon, ça n'a pas duré très longtemps parce qu'il est venu me sortir de sa voiture et bon, je ne dis pas le coup de pied aux fesses que j'ai pris. Mais je l'avais mérité. Mais bon, quand on fait quelque chose, on aime bien aussi le mettre en pratique après. Voilà, donc je l'avais mis en pratique. Et j'ai pas cassé la voiture là. Par contre, j'en ai cassé une autre en rentrant du patin à glace et c'est pour ça qu'il avait peur.
parce que je devais avoir 14 ans, je crois. Pas très légal tout ça. Donc on m'avait prêté une vedette, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. Non, la vieille américaine avec le dos rond, comme il y avait dans Touchez pas au frisbee. Oui. Bon. C'était pas Simca qui faisait ça, je crois que c'était américain à l'époque. Et je sais pas si c'était pas un peu construit sous lui, enfin bon. Je sais pas. Et donc, on va au patin à glace avec des amis, et puis on rentre, et puis bien sûr, on me laisse conduire. Et puis là, sur l'autoroute impeccable, 140, 150, et puis arrivé sur la petite route de campagne, juste avant d'arriver à Saint-Cyr, là, il y a un passage à niveau. Je suis arrivé trop vite, bien sûr. Pas beaucoup d'expérience, et au lieu de passer par le passage à niveau, je suis passé par le portillon, et la voiture morte, au milieu des voies. Et il a fallu la porter parce qu'il y avait un train de marchandises qui arrivait dans le quart d'heure qui suivait. Le garde-barrière qui est sorti, affolé, voilà. Bon, c'est des petites bêtises qu'on fait quand on est jeune. Il va être content, je suppose. Hein. Il ne l'a pas su tout de suite. Ils lui ont caché, mais après, comme j'ai horreur de mentir, j'ai été lui dire toute la vérité. Et, la mécanique, ça vous intéressait aussi un petit peu? Moi. Pas trop, vous n'avez pas expérimenté trop? Non, pas trop. Ça vous intéressait pas d'aller voir sous le capot J'ai fait quelques bricoles, changer un jeu de bougies, des choses comme ça qu'on m'a appris. Mais bon, c'était pas... Parce que là aussi, vous aviez quand même quelques antécédents. Oui, mais bon, la mécanique, non, je n'ai pas vraiment mordu. Hein, soyons clairs, mon mari m'a toujours dit que j'étais nulle, donc voilà. Et bon, justement, le fait d'être si précoce, ça vous a pas quand même apporté quelques désagréments, quoi. On vous prenait quand même vraiment au sérieux. Enfin, on vous mettait pas les bâtons dans les roues. Non, j'ai jamais eu de problème. Je pense pour une raison très simple, c'est que je suis toujours restée amateur. J'ai jamais cherché à en faire ma profession. Et là, je suis partout passée très bien. J'ai jamais eu de problème de gens qui acceptaient pas les femmes ou quoi que ce soit. Même dans les compétitions, tout ça. Moi, je n'ai pas ressenti ce problème qu'ont pu ressentir une Danielle Décuré quand elle a fait son bouquin, parce que bon, elle a eu des pots de banane, elle a eu des difficultés. Moi, en tant qu'aviation de loisirs, pas du tout. Alors, pas du tout. Vous pensez que ça aurait été plus compliqué si vous aviez voulu passer un autre stade? C'est possible. C'est possible parce que on peut penser que des messieurs ne voyaient pas d'un bon oeil arriver des femmes qui allaient prendre leur place quelque part. Et donc, oui, je pense que ça aurait été plus difficile, parce que ceux qui sont passés par cette étape-là, effectivement, ont eu des difficultés au moins au démarrage. Et peut-être même encore un petit peu maintenant. Oui, c'était quand même, ça n'allait pas de soi, je suppose, quand même, surtout à l'époque, parce que bon, là on parle des années 60, quoi. Oui, 60-70, moi mes compétitions c'est 60-70. C'est quand même encore un moment où il y avait puis il y avait pas encore gros obstacles à surmonter. Oui, et puis il n'y avait pas beaucoup de matériel, on sortait quand même de la guerre, et les clubs à l'époque ont été bien aidés, ce qui a permis, je dirais, à toute une génération d'apprendre à piloter sans pour autant avoir des moyens fabuleux. À l'époque, il y avait ce qu'on appelle des primes d'achat pour les avions dans les aéroclubs, il y avait de l'essence détaxée, et puis il y avait des bourses pour les jeunes, et puis dans les entreprises, il y avait des comités d'entreprise qui aidaient. Donc moi j'ai fait partie d'un club où, je dirais, à la fois toutes les générations et tous les métiers étaient représentés. Vous pouviez avoir un cadre comme un soudeur de Sud-Aviation, et bon, à l'époque on avait des subventions pour les gens qui travaillaient au démarrage c'était la SN Caso, je crois, après Sud-Aviation, et donc les comités d'entreprise aidaient, et ce qui veut dire que des ouvriers arrivaient à l'époque à apprendre à piloter, ce qui est peut-être un peu plus difficile maintenant. Voilà. Oui, on était encore sur la lancée un peu de l'aviation populaire, quoi. Un petit peu, voilà, quelque part, voilà. Oui, il y avait ces aides. C'est reparti après la guerre. C'est reparti. Et les premiers avions, bon, moi je me suis contentée de Stamp, en voltige. Après, il y a eu les Cap 10, les Cap 20, 231, il y a eu toute une série de nouveaux avions que moi je n'ai pas expérimenté en voltige. Vous avez arrêté à un moment ou quand j'ai attendu mon fils. Ah oui, d'accord. J'ai fait la dernière compétition, j'étais enceinte de 4 mois
Et après, j'ai volé comme une pilote normale, c'est-à-dire mon petit tour, un petit coup au bord de la mer pour aller manger un fruit de mer, ou voilà. Mais je suis devenue une pilote standard. Voilà. Oui, c'est... Et vous n'avez jamais eu un avion personnel comme ça a toujours été dans le cadre de l'activité de l'aéroclub? Absolument, absolument, oui. Ouais. Ça courait pas les rues encore, les avions personnels à l'époque, il y en avait un petit peu, mais c'était pas une majorité. Hein. Alors, vous nous avez dit que vous avez beaucoup volé sur Stamp. Quels ont été les autres j'ai fait un petit peu tous les avions. J'ai fait du Piper J3, j'ai fait du Tagermoff, j'ai fait du Stamp, j'ai fait du Jodel, j'ai fait de l'Émeraude, du Super Émeraude, du Gardan, du Normil, le Pingouin, il y en avait dans l'armée de l'air. Ça a été un de mes avions favoris. J'adorais cet avion. Le Stamp et le Normil sont mes deux avions préférés. Et puis, derrière ça, je suis resté sur ce type d'avion. Après, un petit peu des avions de voyage pour partir au bord de la mer ou en vacances. Comment ça se passait là? Vous vouliez aller quelque part, donc on réserve l'avion. Voilà, il y a un planning, on réserve l'avion. Vous pouvez le déposer à, je sais pas où, à Nantes ou ailleurs. Ah oui, non, il faut revenir avec. Il fallait revenir avec, oui. Mais, sauf si la météo était pas bonne, on revenait par le train. Ça m'est arrivé aussi. Mais revenir avec, par exemple, si vous voulez partir 3 semaines, vous pouvez revenir 3 semaines après. Non, on n'utilisait pas ce genre de voyage pour partir 3 semaines. C'était juste pour 2-3 jours. Oui, voilà, c'est ça. Quand on allait dans la famille, à droite et à gauche. Non, pas 3 semaines, non. Non, parce que l'avion aurait été trop immobilisé et ça n'aurait pas été rentable pour les aéroclubs. Alors, est-ce que vous avez eu quelques émotions particulières? Enfin, je suppose beaucoup de plaisir, bien entendu, mais aussi peut-être quelques inquiétudes, angoisses, voire... Quel est le pilote qu'on n'a pas eu? Oui, justement. Alors, quels sont peut-être les éléments... Déjà, des problèmes météo. Ça fait partie des choses des fois incontournables. Et deux fois, je me suis fait un peu peur à cause de la météo. Mais j'avais aussi cette chance. J'avais été faire du perfectionnement à l'Aéroclub de France. Ils avaient à l'époque ce qu'on appelle des lignes trainers. Et donc, j'ai eu l'occasion de faire 32 heures de ligne trainer, c'est-à-dire d'apprendre à piloter aux instruments. Et ça, je dois dire que 2 fois, ça m'a sauvé la vie, parce que on insiste toujours un peu trop, et puis ça se dégrade, on veut faire demi-tour, puis derrière, c'est bouché. Donc, il n'y a pas 50 solutions, c'est qu'en plus, quand vous êtes dans des zones un peu vallonnées, il vaut mieux monter. Et donc, si vous savez vous servir des instruments de bord et que vous avez la chance qu'il y en ait, vous montez un peu dans les nuages pour trouver un pic troué, vous faites 100, 150 km, puis vous redescendez dans un trou. Mais bon, je veux dire, si vous n'avez pas cette formation-là, aujourd'hui même, il ne faut vraiment pas s'aventurer dans le mauvais temps. C'est le grand problème de l'aviation privée. Hein. Il faut voir l'horizon, il faut... Donc, et il y a encore aujourd'hui un certain nombre d'accidents qui sont liés à la météo. Bon, il y a eu ça. Un jour, j'ai fait un peu de bêtises sur un Tagermoff. C'est pas alimenté d'eau, donc j'ai voulu faire une figure de voltige. Et j'étais à 400 mètres d'altitude le long du terrain de golf de Saint-Nom-la-Bretèche. L'avion a calé. Donc pas de démarreur, bien sûr, sur ces avions anciens. Donc j'ai billé pour essayer de le remettre en route. Pas question. Et heureusement, il y avait un beau champ le long du terrain de golf. Donc je me suis posé sur le terrain de golf. Il y avait un deuxième pilote avec moi. Vous voyez un peu le terrain était bien, il n'y avait pas d'ornière, tout était parfait. Donc on s'est dit, on descend, on pousse l'avion, puis on va redécoller. Et donc on a poussé l'avion, on a redécollé. Et puis on est allé se reposer à Saint-Cyr, sans rien dire bien entendu. Et puis le commandant d'aérodrome à un moment donné est arrivé au club en disant quel était le pilote qui était sur tel avion à telle heure. Donc mon père va regarder ce qu'on appelait la planche. Et c'était ma fille. Bon, vous me l'envoyez. Parce que ces messieurs du golf,
Ben, on les avait un peu gênés quand même, hein, dans leur concentration. Ils avaient relevé l'immatriculation et ils avaient appelé l'aérodrome. Bon, ben, c'est une époque où ça s'arrangeait. Bon, il n'y avait pas la discipline d'aujourd'hui. C'était bon enfant. On se faisait tirer l'oreille et puis on repartait et puis on jurait de jamais recommencer. Puis il n'y avait pas eu de dégâts en plus. Non, pas du tout. Ni le chant, non, c'était un chant qui était en bon état, mais c'était pas une culture. Hein, on n'avait pas abîmé quoi que ce soit. Voilà, des petits incidents. Qu'est-ce que j'ai pu avoir d'autre? Oui, un train qui ne voulait pas sortir aussi. Arrivé à une compétition, à un rallye aérien des Vins Fleurs et Château d'Anjou. C'était un gardant. Alors donc, c'était les coups de manivelle pour sortir le train. Et puis, arrivé à la verticale, je fais mon passage à la seconde. C'est une compétition. Puis, au moment de faire mon tour de piste, tout était mou. Il n'y avait plus rien. Bon. Alors, j'appelle la tour de contrôle, je leur dis, écoutez, voilà, mes voyants ne fonctionnent pas sur le train d'atterrissage, est-ce que vous le voyez sorti? Donc je suis passé vertical de la tour, il me dit oui, on le voit en partie sorti. Après, il y avait un autre avion qui était dans le circuit, j'ai dit, vous venez vous mettre sous moi, dites-moi si vous le voyez sorti ou pas. On me dit, bah écoute, sur le Gardant, c'est un avion qui n'a pas le train qui rentre complètement, donc c'est un peu sorti. J'ai dit, bon, bah... on va voir. Et donc je me suis présentée volontairement à très faible vitesse. J'ai essayé de caler en finale mon hélice pour essayer de la mettre horizontale pour ne pas la casser. Et puis là, il y avait la pression et j'ai pas pu la mettre horizontale. Donc après, il fallait que je négocie l'atterrissage. Et voilà, le train n'était pas verrouillé, donc il s'est rentré à l'atterrissage. Mais sans dégâts, sans rien. Mes passagères arrière s'étaient même pas rendu compte qu'on s'était arrêté un peu vite et qu'il fallait descendre. Sinon, pas de panne particulière, pas de Si, j'ai eu une panne moteur entre Saint-Cyr et Guyancourt, là, un petit peu sur le plateau. Oui, je crois que c'est un pignon de démarreur qui est passé à travers le moteur, je sais pas trop quoi. Enfin bon, plein d'huile sur le pare-brise et tout. Mais comme j'étais pas très loin à vol d'oiseau de Guyancourt, j'ai tout calé et je suis arrivé on peut dire en roue libre, en planeur sur Guyancourt, donc je me suis posé correctement, j'ai rien cassé non plus. Non, j'ai toujours eu beaucoup de chance. Hein. Bon, je dois dire aussi que le fait de faire du perfectionnement de pilotage, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup parce que vous avez un bon coup d'œil, vous connaissez bien votre vol plané, vous savez où vous allez vous poser, c'est vrai que ça aide. Puis vous connaissiez aussi parfaitement la région, complètement. C'est aussi un avantage parce que complètement. Là, je pense que alors si vous voulez que je vous raconte encore une autre anecdote, il y a 4 ou 5 ans, j'étais à un salon à Vichy avec mon éditeur Au vent des hélices, les éditions de l'Officine. Et donc je signais des livres et un monsieur passe sur le stand et voit le nom de Bondin. Il me dit, est-ce que vous êtes de la famille du président de l'aéroclub Pierre Trébault? Je lui dis oui, je suis sa fille. Il me dit, mais je vous connais bien. Il me dit, comme votre père, il vous mettait toujours dans les avions quand vous étiez jeune, vous connaissiez très 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 bien toute la région, et un jour, vous étiez à côté de moi, et on a été pris par le mauvais temps et le brouillard dans la région du terrain de Saint-Cyr. Et il dit, moi, j'étais jeune breveté, j'ai un peu paniqué et je ne savais plus où j'étais. Et c'est vous qui m'avez ramené à l'aérodrome. Je vous dis franchement, je n'en ai aucun souvenir. Et ce monsieur a eu la gentillesse de me raconter cette histoire, parce que moi, ça ne m'avait pas marqué du tout, mais lui, jeune breveté, il devait avoir 40-45 heures de vol, et c'est vrai qu'il y avait eu du brouillard, et je lui ai dit, mais non, ça c'est la ferme Intel, ça c'est ça, ça c'est ça, donc le terrain il est là, il paraît que c'est moi qui l'ai ramené. Bon, c'est des anecdotes qu'on apprend 50 ans après. C'est un endroit agréable aussi pour voler, parce qu'avec les boucles de la Seine, avec le château de Versailles, c'est fabuleux. Hein. Un baptême de l'air à Saint-Cyr, c'est extraordinaire, parce que ou au décollage ou à l'atterrissage, vous avez le château de Versailles. Hein. Non, c'est vrai qu'on voit le petit Trianon, le grand Trianon, on voit tout, c'est très très beau. Et le tour de piste passe au ras du Grand Canal. Donc, oui, c'est vrai que... Et puis il y a une période où on pouvait aller sur Saint-Germain, faire les châteaux, tout ça. Maintenant, c'est un peu plus réglementé, on peut monter moins haut, c'est un petit peu plus compliqué, quoi. On a un peu moins de liberté.
Mais vous étiez quand même très connu, parce que le fait que vous ayez été breveté si jeune, finalement, ça vous a donné quand même, je pense, une aura qui vous a peut-être un peu dépassé même, mais non, pas du qui était sans doute réelle, quoi. Vous étiez sûrement très connu, alors oui, comment vous l'avez vécu, cette notoriété, entre guillemets? Alors là, le plus simplement possible, parce que j'ai jamais senti... il n'y avait pas tous les médias qu'il y a aujourd'hui. C'était beaucoup plus bon enfant, et puis on ne faisait pas de volontariat, on faisait ça par amour, on ne faisait pas ça pour être sur les podiums. Quand je dis que pour moi la partie la plus désagréable d'une compétition, c'était d'aller chercher une coupe sur un podium, parce que ça c'est pas la partie intéressante, hein, c'est la partie un peu m'as-tu vu, et je préférais être dans l'avion en train de faire la compétition, la précision, hein, que d'être sur un podium. Non, puis bon, j'ai jamais été non plus très ouverte aux journalistes pour discuter, parce qu'il y a eu un ou deux articles qui m'ont pas plu du tout, qui étaient complètement fantaisie, qui inventaient, et j'ai dit là, maintenant, il n'y aura jamais plus rien, sauf si on me donne un bon à tirer de ce qui est écrit. Parce que bon, raconter des choses qui sont fausses, c'est pas bien. Voilà. Donc je n'étais pas spécialement médiatique, j'ai jamais rien fait pour l'être. Enfin, bon, je pense que vous l'étiez sans doute. Oui, dans la presse aéronautique. Oui, mais c'est un tout petit milieu. Au moins dans la presse locale, je pense que. Même pas, non, la presse aéronautique, c'était Aviasport, Aviation Magazine, ces journaux-là. Bon, c'est vrai que parce que ça relatait les compétitions de l'époque. À l'Aéroclub de France, j'ai eu l'occasion d'avoir des médailles ou des coupes qui me soient remises par Jacqueline Auriol, par exemple. Voilà, c'est des choses comme ça, mais bon. C'est pas mon truc de monter sur le podium, je le dis, je le répète, et chaque fois qu'on veut me le faire faire, c'est non. Mais donc, vous avez quand même été amené à rencontrer après, du coup, des célébrités aéronautiques, alors je suppose. Vous parlez de Jacqueline Auriol, oui, peut-être d'autres également. Jacqueline Auriol, je l'ai rencontrée à l'Aéroclub de France, et je l'ai rencontrée également dans un rallye qui se faisait à Vichy à l'époque, et c'était après les vols des premiers cosmonautes. Et c'était les invités d'honneur à Vichy, et donc il y avait des cosmonautes russes, et il y avait Jacqueline Auriol qui était là, et effectivement j'ai eu l'occasion de voir Jacqueline Auriol descendre un escalier en robe longue, c'était très impressionnant, et c'était une grande dame. J'ai beaucoup admiré ce qu'elle a fait, surtout après son accident. Parce que elle a quand même eu un accident sévère, 22 opérations de la face, et elle est quand même derrière tout ça devenue pilote d'essai. Alors les mauvaises langues disent oui, mais elle avait un beau-père qui était président de la République, mais je suis désolé, le travail c'est elle qui l'a fait, c'est pas lui qui est venu voler à sa place. Et donc c'est pour ça que l'année prochaine j'aimerais bien la mettre en valeur pour raconter un petit peu sa vie, ses compétitions, parce qu'elle a beaucoup concouru avec Jacqueline Cochrane, l'américaine, pour justement garder des records mondiaux à la France. Donc il y a une belle histoire à raconter, et je pense que l'Aéroclub de France, l'année prochaine, à la Journée internationale de la femme, on recommencera la manifestation qu'on a fait cette année. Et chez vous, alors, quelle est la place de l'esprit de compétition, alors, puisque, il y avait quand même... Oui, non, ça, de ce côté-là, c'est vrai que je crois que j'ai eu toujours l'esprit de compétition, je pars pour gagner, mais si j'ai pas gagné, c'est pas pour autant que je suis complètement contrarié, démoli, ou pas aller saluer celui qui a gagné. Ça, il y a l'esprit de compétition, mais après il y a l'esprit de corps qu'il faut garder, il faut se respecter les uns les autres, et puis c'est le meilleur qui gagne. Ça, c'est important, oui. C'était un moteur quand même chez vous? Oui. Ce goût un peu de la confrontation? Oui, non, je ne veux pas dire le contraire, c'est vrai. Oui, non, Bon, puis j'aime bien avoir des objectifs. Dans la vie professionnelle, je me suis toujours donné des objectifs. Aujourd'hui, je suis retraitée, mais je me donne des objectifs. Je vais faire ça, tel temps, toc. Je me fixe toujours des objectifs pour réussir à faire quelque chose. Alors, c'est plus de la compétition, mais je garde quand même un petit peu cet esprit en arrière-plan.
Est-ce que c'est justement est-ce que ça fait partie peut-être un peu du caractère féminin, justement, cette manière d'accepter plus volontiers peut-être la défaite, entre guillemets, enfin, je ne sais pas. D'être plus philosophe Ah, moi je suis là-dessus, oui. Moi je respecte celui qui a gagné. Je ne sais pas si c'est pareil pour les garçons. Je sais pas. Ça dépend des caractères aussi. Je pense aussi. Il y a aussi le facteur personnel qui Oui, joue parce que beaucoup. le vrai sportif, je pense qu'il doit garder quand même ce respect de celui qui a gagné s'il n'a pas gagné. Non, ça c'est important. Et est-ce qu'il y a quand même des qualités spécifiquement féminines qui aident justement pour l'aviation, enfin, on pourrait dire une certaine habileté peut-être plus de douceur que pourraient en avoir certains hommes, quoi. Je suis pas sûr. Ça, je ne sais pas. Est-ce que vous avez ressenti ça, disons que j'ai fait de la voltige avec des stampes, donc c'est pas des avions puissants. Faut être clair. Donc il n'y avait pas trop de brutalité quand même avec cette voltige. On peut peut-être pas en dire autant aujourd'hui, mais non, je pense pas qu'une femme elle ait plus de qualité qu'un homme. Chaque personnalité a ses qualités, ses défauts, et je crois qu'on peut pas généraliser. Non, je pense pas. Et justement, alors le fait d'avoir peut-être dans certains cas un petit déficit de force, est-ce que c'est un obstacle qui compte ou qui est un peu négligeable? À mon avis, c'est négligeable parce que ça ne demande pas une force physique, pas comme un débardeur ou un porteur de poids. Ça demande une bonne condition, une hygiène de vie. Mais ça ne demande pas des forces physiques monstrueuses. Non, pas du tout. Et là, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une émission de radio, on me dit « Mais vous vous entraîniez sportivement et tout ça ?» Et la personne qui interrogeait, je lui dis « Non, pas vraiment. » Elle était complètement déçue, elle pensait que je faisais un entraînement physique et tout. Je lui dis « Non. » Bon, c'est vrai que quand on était en stage à Carcassonne, on faisait un vol le matin d'1 heure, 1 heure et demie, l'après-midi. Bon, c'est vrai qu'à l'heure du déjeuner, des fois, on allait faire une petite sieste d'1 quart d'heure, 20 minutes. Voilà, mais bon, j'allais pas faire le tour du terrain en courant. Vous n'avez pas d'entretien physique du tout? J'ai toujours eu la forme, donc non, pas d'entretien physique. C'était naturel alors? C'était naturel, voilà, absolument. Oui, parce qu'il y a des gens qui sont naturellement bâtis, quoi, sans avoir besoin d'un entretien. Non, pas spécialement, non. Ça a beaucoup déçu la personne qui m'interrogeait. Elle pensait que les femmes qui faisaient de la voltige faisaient un entraînement intensif et tout. J'ai dit, pas moi. En tout cas, vous n'en avez jamais ressenti la nécessité? Non. Bon, moi, je vais dire que je ne vais pas rester tellement en place quand même, mais bon, je ne fais pas d'activité physique très lourde. Oui, et puis les avions, ce type d'avion est assez maniable. Oui, absolument. Bon, il fallait quand même un petit peu. Oui. Il fallait quand même le tenir un peu, le manche, mais bon, c'était tout à fait quand même raisonnable. Il n'y a pas énormément de jet, quoi. Non, quoique. Ça peut arriver, mais bon. Quoique, les dernières compétitions, on tirait quand même bien sur les stands. Peut-être même un peu trop, mais bon. En voltige déjà quand même, là c'est un peu... Oui, parce que il fallait vraiment, pour la Coupe Dorée, il fallait vraiment être de 2e cycle et il fallait faire quand même déjà des figures relativement compliquées parce qu'on était limité, il y avait une notion de points, il y avait 400 points et il fallait les faire en 20 figures maximum. Donc ça obligeait à faire des figures inversées qui, effectivement, sont un peu plus difficiles que les figures en positif. Et les vols en patrouille, vous avez fait ou... Alors j'en ai fait en passager, j'en ai fait un petit peu en pilote parce que j'ai eu la chance d'être formé par un pilote de chasse. Et à l'époque, il était réserviste sur Villacoublay. Et il volait, je crois, sur Arado, sur un avion comme ça. Et il y avait un Normil donc à mon club. Et quand il décollait de Villacoublay, il me téléphonait en disant bon, je décolle, on se retrouve vertical tel endroit. Et il m'apprenait à faire de la patrouille serrée entre son avion militaire et l'avion privé. Donc j'ai travaillé un peu comme ça. Par contre, j'en ai fait en passager à Carcassonne avec les instructeurs du centre. Parce que là, ils travaillaient à 3 stampes, mais presque elle dans elle. Mais je n'étais que passager. Mais j'ai apprécié. Le travail de précision, c'était un beau travail. Il y avait la patrouille Weiser, là, après
La patrouille. Après Weiser, après la guerre, là, je ne sais pas s'ils étaient... Non, ils n'étaient pas sur Stamp, ils étaient... Ça ne me dit rien. Il y a eu une première... Oui, il y a eu une première patrouille à Saint-Yan, à Saint-Yan, voilà, la patrouille de Saint-Yan, qui après s'est déplacée sur Carcassonne. Et j'ai eu la chance, moi, pour me former en finale avec le chef de centre qui était Jean Passadori, qui était une main fabuleuse, fabuleuse. Il était d'une précision, et il m'a fait beaucoup travailler. Et c'est grâce à lui que j'ai réussi à me classer correctement dans ces compétitions, parce que vraiment, c'était un très très bon moniteur. Et j'ai eu la chance aussi de voler. Alors, quand je suis rentrée à l'Air Club de France, ma première cotisation, ça a été en 1965. Et j'ai eu la chance d'avoir comme parrain Marcel Riffard, patron des Caudrons Rafale, et Fred Nicole. Et Fred Nicole, ça a été l'instructeur en 1934 d'Hélène Boucher sur Mauboussin. Et 30 ans après, je l'ai eu moi comme instructeur en voltige. Donc c'est vrai que j'ai eu la chance de côtoyer des gens super. Voilà, Marcel Riffard a été un homme adorable qui m'a toujours soutenu. Quand j'avais fait une compétition, il m'envoyait toujours un petit mot pour me féliciter. Et c'était un grand monsieur, un grand monsieur. Et j'avais également, à l'époque, il y avait comme directeur à l'Air Club de France le général Cuffot, ancien de Normandie-Yémen, qui, c'est pareil, s'occupait beaucoup des jeunes et dès qu'il y avait une compétition, il regardait les résultats, il envoyait des petits mots personnels et ça faisait très très plaisir parce qu'on se disait ces grands pilotes s'occupent de nous voient évoluer et donc on était un peu fiers quand on recevait Et j'ai plein d'albums avec toutes ces petites cartes, tous ces petits souvenirs. Voilà. Oui, c'était une des missions essentielles de l'Air Club de France. Tout à fait. Et pour ne rien vous cacher, je me suis mariée à l'Air Club de France en 1966. Voilà. Et donc avec qui vous a donné l'absolution avec le gratin aéronautique de l'époque. Ah bon, voilà. C'est-à-dire les présidents de fédération, le général Cuffot, tous les gens un peu importants du milieu de l'aéronautique, parce que bon, c'est le milieu qu'on fréquentait. Donc finalement, vous avez un peu rejoint l'Aéroclub de France quand vous avez arrêté de voler globalement. Non, avant, parce qu'à l'époque, il fallait avoir une... je ne sais plus comment ça s'appelait, une carte sportive. Et c'était l'Aéroclub de France qui la décernait. Et donc pour faire de la compétition, il fallait avoir cette carte. Ah oui, d'accord. Donc c'est pour ça que j'y suis allé très, très tôt, peut-être 62, 63. Puis mon père était membre de l'Aéroclub de France, il était trésorier de la Fédération aéronautique, il s'occupait de l'Union régionale. Donc tout ça, c'était un petit milieu où tout le monde se rencontrait. C'est sûr. Oui, absolument. Et puis derrière, et bien sûr, j'ai enchaîné, ce que je disais tout à l'heure, sur les compétitions, un certain nombre qui étaient organisées à l'époque par l'Aéroclub de France. Maintenant, apparemment, pour l'instant, ils n'en organisent pas beaucoup, c'est dommage parce que c'était bien. Voilà. Autre temps, autre mission, quoi, disons. Voilà. Les choses se transforment un peu. Voilà, bon, et après, j'ai eu quand même des problèmes de santé très 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 lourds, donc j'ai perdu ma licence. Ah oui. Carrément, donc je me suis mis dans l'histoire pour rester dans le milieu, pour évoluer toujours. Et donc on a décidé dans la ville où j'habite, Fontenay-le-Fleury, où il y a une association historique, de faire un livre sur toute l'histoire de la plaine de Versailles, histoire aéronautique bien sûr, et sur 100 ans. Parce qu'on est sur une zone où il y a eu la chance d'avoir tout. Les premiers ballons, alors même Saint-Cyr, on connaît Saint-Cyr bas, mais à l'origine il y a eu un Saint-Cyr haut, bois d'Arcy, sur lequel il y a eu les premiers ballons, les premières escadrilles militaires, les premières écoles de pilotage privées, le début du vol à voile avec les scouts de l'air. On a tout eu sur cette région et Saint-Cyr a été un bon centre de ballons également. Il y avait les hangars à l'époque et donc on a remonté un peu toute cette histoire pendant 4 ans. On a travaillé sur ce livre et on a une exposition également qui est itinérante et qu'on peut prêter et qui comporte 47 panneaux et qui reprennent toute l'histoire de la plaine de Versailles.
Voilà, donc ça s'appelle 100 ans d'aéronautique. 100 ans d'aéronautique au Val de Galie, mais en fait c'est la plaine de Versailles, le Val de Galie étant la petite rivière qui circule jusqu'à Benne. Et là, il va y avoir au mois de novembre une exposition à Bois d'Arcy, donc sur le plateau, qui va reprendre un peu l'histoire de Santos Dumont, puisque Santos Dumont a volé sur les plateaux de Bois d'Arcy. Donc voilà. Et là, avec sa demoiselle. Avec sa demoiselle. Alors il a commencé le 14 bis à Bagatelle. Bon, ça se passait pas trop bien, c'était pas un avion terrible, donc il est venu là, je crois qu'il l'a un peu cassé, et après il a enchaîné effectivement sur la Demoiselle. Et les essais de la Demoiselle se sont faits ici, donc il y a une belle histoire. Donc on va refaire une exposition au mois de octobre-novembre par là. C'est là qu'il a fréquenté, je pense, peut-être à Bagatelle aussi, Roland Garros. Oui, oui, c'est la même époque, un petit peu plus tard Roland Garros, parce que Santos Dumont, ses premiers vols, c'est 1906. C'est le premier petit décollage, 1906. Et ici, il est arrivé début 1907 parce qu'il trouvait qu'il y avait trop de monde à Bagatelle. Trop de gens qui regardaient ce qu'il faisait, il voulait faire des choses un petit peu plus discrètes, et il avait son hangar en haut de Bois d'Arcy, et c'est là où justement on a fait la semaine dernière une exposition des femmes pilotes, parce que la ferme de la Tremblay existe toujours, c'est un centre culturel et un théâtre, et donc les vols sur Bois d'Arcy et Saint-Cyr partaient de ce qui est aujourd'hui l'autoroute, si vous voulez, et traversait tout Bois d'Arcy jusqu'à la ferme de la Tremblay. Tout ça, c'était de la plaine, et les avions volaient à la fois sur Bois d'Arcy, sur Saint-Cyr. C'est pour ça qu'il y a aussi des confusions sur les deux villes. Et donc, Santos Dumont venait dans la région parce qu'il y avait beaucoup de gentlemen farmers. La famille Laureau, qui avait cette ferme, accueillait le pain levé, enfin des gens importants, le président de la République, qui venait faire de la chasse sur le coin. Et donc, Santos Dumont, qui était un mondain, est venu s'intégrer dans le système, et après il a eu un hangar, et c'est là où il faisait tous ses essais, ses montages. Donc c'est pour ça qu'on a vraiment une très belle histoire. Et il va y avoir des traces cinématographiques, parce que Bois d'Arcy, c'est aussi un musée tout à fait, cinématographique, donc ce ne serait pas étonnant. C'est possible qu'il y ait des petites choses. On peut peut-être aller y voir, parce que c'est possible. Il y a des choses, je pense, absolument passionnantes. Ça fait la mairie qui va s'en occuper, parce que moi je vais les aider, mais pas pour tout. Je viens de faire déjà celle de la femme pilote pendant une semaine complète. Voilà. Et donc, en enchaînant dans l'histoire, si vous voulez, donc j'ai fait donc ça, qui comporte donc cette exposition qui a 47 panneaux, et ensuite j'ai enchaîné en prenant la propre histoire de ma famille, toujours en partant du grand-père, du père et moi, et puis après ça, j'étais un peu en manque. Donc je suis arrivée un jour à la Journée internationale de la femme au Bourget, et donc il y avait une journée à chaque fois qui était organisée, et donc je suis arrivée avec mon bouquin, et puis je l'avais mis dans mon sac à main, et puis là il y avait le stand des femmes pilotes. Moi je m'y étais jamais intéressée, et la présidente de l'époque était une très bonne commerciale. Elle m'a dit fais voir ton livre. Elle me dit mais il faut que tu viennes avec nous à l'association. Je lui dis non. Ah mais si, il faut que tu viennes avec nous à l'association. Bon, je me suis laissé faire, j'ai payé ma cotisation, et j'ai dit c'est tout, ça s'arrête là. Ah oui, bien sûr, ça s'arrête là. Mais bon, au prochain conseil, la réunion de bureau, tu viens avec nous, tu vas voir un peu comment ça se passe. Puis toc, jusqu'au jour où, je me suis lancée dans l'exposition des femmes pilotes, des pionnières aux astronautes. Et donc là, il y a 23 panneaux qui existent et qui sont repris par une brochure qui reprend également la même chose. Donc on part de la première femme brevetée, Élise Desroches, et on va jusqu'à Claudie Aigneret. Donc on balaye un petit peu tous les métiers, le vol à voile, le vol moteur, les pilotes de ligne, pilotes d'essai, qu'est-ce qu'on a encore, les pionnières et les aventurières. Voilà un petit résumé de l'activité aux femmes pilotes. Et donc cette exposition c'est pareil, elle sillonne toute la France,
Quand un club ou une mairie ou la veut, on l'envoie, on donne des explications. Si on peut, on va sur place parce que c'est quand même meilleur d'avoir des gens qui puissent commenter l'exposition. Et voilà comment on s'occupe. Et on est très enrichissant en tout cas. À peu près autant chargé que quand on était en activité professionnelle. Une autre activité. Roche, là, c'est la baronne de la Roche. Oui, hein, ça, c'est un titre qu'elle s'est donné. La baronne, mais bon, oui, non, mais elle se l'est donné. Hein, parce qu'il y a eu différentes versions. À un moment donné, on a dit c'est le tsar, quand elle est allée faire une présentation en Russie, qui lui a donné le titre. Or, elle l'avait déjà pris, c'est une actrice. Hein. Elle s'était déjà auto-proclamée baronne de la Roche. Et alors, c'était qui alors cette présidente de l'association là qui vous a un peu forcé la main? Alors c'est Michel Magnin qui a arrêté. Martine Tujag a été 2 fois présidente des femmes pilotes, mais il y a eu Michel Magnin, c'est elle qui m'a tiré, et puis elle a laissé sa place il y a 2 ans là, et donc, mais elle fait toujours partie de l'association, mais avec un petit peu plus de recul. Bon, en plus elle n'est pas sur Paris, donc c'est moins facile. Bien, écoutez, parlez-nous un petit peu alors de cette association, puisque... alors, cette association... Quand a-t-elle été créée? D'accord. Puis, quels étaient ses buts et comment ces buts ont un peu évolué peut-être? Oui, alors elle a été créée en 71, précisément par des femmes à la fois pilotes privées et qui cherchaient à devenir professionnelles, et donc qui arrivaient plus ou moins par la petite porte parce que les NAC n'étaient pas ouvertes. Et donc, ces femmes qui se sont regroupées ont fait pression et ont réussi en 1973 à faire ouvrir les NAC aux femmes. Donc ça a été une grande victoire parce que après, les femmes se sont engouffrées. Le grand problème aujourd'hui, c'est que toutes les portes sont ouvertes, que ce soit pour pilotes de chasse, tout, mais on manque de personnes. Et les femmes, je dirais, en gros, dans le milieu de l'aviation, c'est de l'ordre de 7%, 7-8%, c'est pas plus. Donc l'association a continué à œuvrer, et aujourd'hui, les portes étant ouvertes, on essaie de faire progresser le nombre de femmes dans les milieux de l'aviation, en faisant précisément de la communication. Et puis, que dire d'autre aujourd'hui, notre association essaie de favoriser des jeunes en donnant des bourses. Donc 2015, par exemple, l'association a donné 7 bourses de 1 000 € à des jeunes méritants. C'est-à-dire qu'on leur demande un CV, leur cursus scolaire, leur motivation, et puis on essaie de favoriser des gens qui financièrement ont du mal à y arriver. Et donc cette année on a fait cette bourse. La dernière que j'ai donnée, que nous avons donnée, c'était à Buino Bonnevaux, à une pilote de vol à voile. Elle a 22 ans, elle est en brevet par alternance, elle veut être dans le milieu de l'aviation, et elle a 22 ans, elle a 400 heures de planeur, ce qui est quand même une belle performance à cet âge-là. Elle a également comme projet de faire le stage d'instructeur. Et ensuite, l'autre projet, c'est peut-être les championnats du monde en 2017. Donc cette petite bourse, c'est pas grand-chose, mais c'est une petite aide. Voilà. Et donc on a également une des créatrices de l'association, qui n'avait pas de descendance, et à son décès a fait une donation à l'association qu'on vient de recevoir il n'y a pas très longtemps, et donc cette donation servira uniquement à donner des bourses à des jeunes méritants. Voilà aujourd'hui l'objectif de l'association. Et puis de se retrouver, parce qu'on fait un rassemblement annuel. Cette année, QERS, 10 et 11 septembre. On en a fait déjà plusieurs, un à Niort, on en a fait un à Orange, on en a fait un à Dijon, un à Nevers. Donc on a toujours 30-40 avions qui viennent à ces rassemblements. On fait également un peu de formation. Éventuellement, le dernier qu'on a fait, c'est à Toussus, un stage mécanique sur les hélicoptères, parce que on a une pilote d'hélicoptère dans l'association, et nous on n'y connaissait pas grand-chose, donc on est allé se former. Et puis on en profite pour faire un petit repas amical, pour joindre l'utile à l'agréable. Voilà.
Mais ça ne concerne que les pilotes alors. Alors oui, pas les mécaniciens, enfin les mécaniciennes. Non, alors quand on fait notre soirée à l'Aéroclub de France, on dit c'est la soirée des femmes de l'air. Et donc effectivement, on fait en général une conférence historique et ensuite on met sur un plateau des femmes du milieu de l'aviation. Alors on peut avoir des militaires, des civils, des mécaniciennes, hôtesses de l'air. Cette année on avait 2 commandants de bord Air France, une hôtesse, une chef de cabine qui avait fait la traversée avec les équipages complètement féminins le 8 mars pour Air France sur New York. Donc on avait une partie des équipages. Il y avait une pilote handicapée visuelle, parce qu'il y a un système pour apprendre à piloter pour les handicapés visuels. Les mirovolants. Oui. Elle est fabuleuse cette fille. Elle est venue sur le podium, mais je ne vais pas dire que c'est elle qui a plus la pêche, mais c'est pratiquement. Et puis, il y avait notre pilote de vol à voile qui était là également. Donc, on essaie de faire un petit plateau varié. Et là, on avait Michel Polaco comme animateur, voilà, qui est venu gentiment interviewer ces dames, avec beaucoup de gentillesse. Et également les IPSA, enfin les infirmières. Oui, les IPSA, oui. Vous les retrouvez dans la brochure. Si, il y a un club des IPSA qui existe toujours à Toussus. Et Martine Dujade en fait partie. Ah oui, elle était IPSA. Je ne sais pas si elle était IPSA, mais elle fait partie de club des IPSA. Et donc, elle a été pilote d'affaires, elle. Pilote dans l'Afrique et tout. Bon, elle a bien bourlingué. Donc l'objectif, c'est de promouvoir un petit peu l'action des femmes pilotes et la favoriser. Voilà, absolument. Voilà, mais alors sans un côté féministe. Oui. Bon, déjà, celles qui sont arrivées, elles y sont arrivées un peu par la force du poignet, et donc on ne sent pas du tout une notion de féminisme ou quoi que ce soit. Non. Puis on n'aime pas. Non, mais bon, effectivement, comme il y a encore quelques obstacles, il est normal, effectivement, de donner un petit coup de main quand c'est nécessaire. Exactement, c'est promouvoir pour qu'il y ait un peu plus de femmes dans ce milieu où il y a du travail en plus. Il n'y a pas que des pilotes, il y a plein de métiers où effectivement il y a de la place. Quand on voit Airbus qui cherche à embaucher à tour de bras et tout, qui ne trouve pas toujours le personnel, donc on essaie de faire évoluer ça parce que dans les mentalités, c'est pas toujours évident pour ces jeunes filles de penser qu'elles peuvent faire ces métiers-là, même aujourd'hui. Ce qui est surprenant d'ailleurs, mais ça reste encore. J'ai eu l'occasion de faire une exposition dans un CES de Fontenay. Et donc je faisais une visite commentée de l'exposition et à la fin j'ai bien pris l'ensemble des filles qui étaient là, les garçons aussi, en leur disant mais allez-y, les portes sont ouvertes, n'hésitez pas. Oh madame, vous croyez qu'on peut faire ça? Je lui dis oui, bien sûr, allez-y. Oh, oui, mais il faut être bon en maths. Je lui dis oui, il faut peut-être un peu travailler quand même, de toute façon. Mais on sent que c'est pas inné. Donc il semblerait que ce soit ça maintenant, la cause principale du manque de femmes dans les milieux aériens, vient presque des femmes eux-mêmes alors. Un petit peu. Et c'est pour ça qu'on fait de la communication, nous. En disant allez-y, les portes sont ouvertes, allez-y, il y a du boulot. Parce que les chiffres de 7% que vous citiez tout à l'heure, là, à peu près... Mais c'est ça même à Air France, vous voyez. C'est aussi valable dans l'aviation civile, parce qu'au niveau militaire, on pourrait dire, oui, effectivement, 7%... Ça se comprend un peu. Ouais. Mais Air France, c'est pareil. La moyenne, je crois que c'est à peu près 7%. Il y a entre 300 et 400 femmes pilotes ou copies. Et il y a 4000 et quelques pilotes au total. Donc on est toujours un peu dans ces proportions-là. Dans les aéroclubs, c'est toujours un peu la même chose aussi. Et donc, et le problème aussi, c'est que les femmes pilotes privées qui démarrent un peu jeunes, bon, après, il y a souvent le mariage, les enfants, et elles se sacrifient un petit peu, parce que bon, c'est quand même maintenant des budgets qui font que, c'est pas donné, donc elles font un peu marche arrière après, quand la vie de famille démarre, il faut acheter une maison, il faut ci, il faut ça, donc voilà. Bien, alors vous, au sein de cette association,
dont vous êtes la présidente maintenant. Ah non, pas du tout. Jamais de titre, moi. Non, mais... Je suis une cheville ouvrière. Quel a été ce rôle alors de cheville ouvrière? Comment a-t-il évolué? Donc, dans l'histoire. Faire des expos dans l'histoire, parce que l'association s'était penchée un petit peu, mais pas beaucoup, sur ce domaine-là. Et je pense que c'était valoriser les femmes et donner ensuite aux plus jeunes d'y aller en expliquant ce qu'elles avaient fait. Et donc, voilà, ça a été un peu l'objectif historique. Et donc, non, moi, je ne suis pas présidente. Qui est présidente à l'heure actuelle? Alors, c'est Adriana Domergue. Elle vole à Besançon. Et elle et son mari ont une école de pilotage sur l'aérodrome de Besançon. Donc elle est bien au fait de l'aéronautique, elle a plein de titres, voilà. Donc, mais elle s'en occupe bien, c'est quelqu'un d'efficace. Et vous alors, votre rôle, c'est donc de... Moi je suis aux relations publiques. Relations publiques et historiques un petit peu alors. Un peu. Non mais attention, je ne suis pas une historienne, parce que quand je fais un sujet, je le travaille, mais je ne suis pas une historienne, il faut quand même rester modeste. Quand je fais un sujet, quand je fais une conférence, la dernière qu'on vient de faire sur Maryse Bastier, je m'y suis mise l'année dernière au mois d'août, et bon, on l'a sortie à 2 là, au mois de mars. Donc j'ai fait toute la recherche historique, j'ai fait tous les écrits, la progression de la pilote, son histoire. Parce qu'en plus, quand on est à la Club de France, on est dans un milieu de connaisseurs, donc il faut que ce soit bien carré. Bien, alors je ne sais pas, est-ce que vous avez des choses à ajouter peut-être sur ce qu'on vient de dire? Je pense qu'on a fait quelque part un bon résumé, il me semble. On a fait un petit résumé, oui, il y a beaucoup de choses à dire encore. Mais si je rentre dans les détails, après, on nous passe la nuit. Mais alors peut-être, qu'est-ce que vous avez particulièrement aimé, peut-être dans cette aventure que vous avez vécue, que vous avez déclenchée, que vous avez suscité, qu'est-ce qui est... Eh bien, je dirais l'esprit de milieu aéronautique. Et j'ai toujours beaucoup de plaisir à y être. Bon, hier, j'étais à l'Assemblée Générale des Amis du Musée de l'Air. Je fais partie également des Ailes Brisées, de l'Aéroclub de France, des femmes pilotes. J'aime me retrouver avec tous ces gens qui ont aimé l'aviation ou qui l'aiment encore. Et je m'aperçois que dès qu'on est dans ce milieu-là, il y a un feeling qui passe très vite. Et les conversations démarrent et ça peut durer des heures, des nuits, même avec les femmes pilotes. On se fait des petits repas entre nous. Ça termine à 2h du matin à discuter de choses et d'autres, bien sûr d'avion. Mais non, ce milieu me plaît beaucoup. J'ai été bercé dedans aussi, oui. C'est vrai que quelque part... Vous y êtes comme un poisson dans l'eau, si j'ose dire. Un petit peu. Ce que je disais, mais bon, le jour où j'ai été lâché, t'as pas eu d'émotion, rien. J'ai dit non, j'ai pas de mérite. J'ai pas de mérite parce que j'avais beaucoup plus d'heures que la moyenne, donc je suis parti décontracté. Non, puis même, vous savez, il ne faut pas non plus être trop orgueilleux. J'ai souvenir, par exemple, à Carcassonne, quand on était en 2e cycle voltige, donc toute la voltige inversée, donc qui est quand même un petit peu difficile. Je me souviens quand il a fallu que je fasse mon lâcher de la boucle inversée. Donc pas comme ça, comme ça. Donc ce qui n'est pas du tout pareil. J'en avais fait avec le moniteur, ça allait. Et puis il me dit vous partez et vous le faites. Parce qu'à l'époque, il fallait faire la boucle verticale terrain sous le contrôle du moniteur et tout. Bon, on y va. Arrivée verticale, un blocage. Non. Alors, j'ai dit, ils vont se foutre de ma figure en rentrant, ça à tous les coups. J'ai dit, je m'en moque, je le sens pas, j'y vais pas. Et je me suis reposé sans avoir fait ma boucle. Et là, pas du tout. Le moniteur est venu me voir, il me dit, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui ai dit, je le sentais pas. Donc je ne l'ai pas fait. Il me dit, mais vous étiez au point. Je lui ai dit, oui, mais je ne le sentais pas ce matin, donc je ne l'ai pas fait. Et il me dit, bon, on repart faire un tour. Donc je suis reparti faire 4 ou 5 boucles inversées, et l'après-midi, je l'ai fait. Mais le matin, je n'ai pas pu. Bon, il faut être modeste, Il ne faut pas se dire, on y va quand même, si on ne le sent pas, on ne le sent pas. Voilà, il faut l'humilité.
Voilà. Et il y a des choses comme ça, d'autres choses même qui vous ont posé des problèmes insolubles que Non, vous n'avez pas réussi ça à c'était surmonter. Ça m'arrête une fois. C'est celle-là. Bon, c'est vrai que l'inversé, c'est quand même pas quelque chose de facile, ni en pilotage, ni physiquement. Donc non. Après, non, dans l'ensemble, non, j'ai jamais eu d'autres freins, mais j'en ai eu un. Voilà. Mais il faut l'assumer. Et bon, vous nous avez dit votre amour évidemment de l'aviation et du milieu, mais est-ce qu'il y a des choses que vous aimez moins par contre alors dans ce milieu et dans cette spécialité? Moi, j'aime rester positive. Non, j'ai pas de choses négatives à dire. Non. Il faut prendre les individus comme ils sont et puis faire avec. Voilà, mais non, j'ai pas de... C'est comme partout ailleurs. Voilà, il faut pas vouloir que les gens fassent ce que vous voulez, il faut laisser une certaine liberté, il faut accepter les gens comme ils sont, et puis tout le monde vit heureux dans ces cas-là. Et vous n'avez jamais eu la tentation de vouloir devenir pilote de ligne? Jamais. Si j'étais devenu pilote professionnel, c'est pas vers pilote de ligne que je serais allé. Je serais plutôt allé pilote d'affaires avec le style des mystères, les mystères 10, mystères 20, les avions d'affaires avec des points de chute différents un peu tous les jours. J'aurais pas cherché à faire l'autobus. Parce que je pense que je me serais vite lassée de faire un peu toujours les mêmes lignes. Non, ça aurait été plus l'aviation d'affaires, si j'avais évolué vers ça. Mais non, ça ne m'a pas tenté. Toujours une volonté d'indépendance et de liberté, quoi, plus ou moins. Peut-être quelque part. Peut-être quelque part, oui. Oui, puis bon, moi j'ai fait une carrière professionnelle intéressante, qui me plaisait. J'ai fait une carrière dans le commercial, comme chef des ventes, formation de commerciaux, objectifs à respecter. C'était une forme de compétition aussi. Donc j'étais très à l'aise dans ce métier, donc ma foi, je l'ai gardé en loisir. Jusqu'au bout, j'ai toujours gardé l'aviation en loisir. Et bon, ça a pleinement correspondu à ce que vous attendiez au départ quand vous étiez un peu petite fille, ou adolescente en tout cas, vous avez commencé... Ça a évolué au fur et à mesure, oui. Ça m'a donné satisfaction, j'ai toujours fait ce que je voulais, quand je voulais, je suis une femme heureuse moi, sans problème, même encore aujourd'hui. J'ai eu la chance, parce que bon, c'est quand même une certaine chance de pouvoir avoir fait tout ce que j'ai fait à cette époque-là. Donc, non. Comme je dirais, je suis bien dans mes baskets. Et vous continuez quand même un petit peu à voler de temps en temps? En passager, j'aime pas trop. Mais en pilote Ah mais non, j'ai plus de licence. Ah non, j'ai pas de voltige, rien, parce que j'ai vraiment des gros problèmes de santé, donc ce serait pas raisonnable de toute façon. Non, mais je suis dans le milieu et pour l'instant, ça me suffit, voilà. Ça vole encore beaucoup dans la tête. Ah oui, complètement. Complètement, oui. Oh, il m'arrive de faire encore des enchaînements la nuit, attention. Ça va passer, ça va pas passer. Oui, non, ça m'arrive encore. Ouais, c'est une chose dont on n'arrive jamais à se... Ah non, ça c'est viscéral, là, c'est ancré. Bon. Mais bon, l'important c'est d'être heureux avec ça. Tout à fait. Bon, écoutez, je pense qu'il me reste à vous remercier de ce témoignage. J'espère que je n'ai pas été trop bavarde. Au contraire, on est là pour ça. Vous voyez, j'ai dit des choses qui étaient interdites à faire. Oui, mais bon, il y a prescription de... Faudra pas donner ça à des jeunes pilotes et qui prennent ça comme exemple. Non, on donne toujours le mode d'emploi avec. D'accord, alors ça va. En tout cas, merci beaucoup et puis on souhaite le meilleur évidemment à l'association. On va continuer sur la même lancée, sans problème. Nombreuses et prenantes. Voilà, il y a dans 3 semaines le Carrefour de l'air au Bourget. C'est une rencontre des associations et des musées, donc ça c'est fabuleux aussi, il y a plein d'échanges entre nous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il va y avoir un salon début juin
Il existait un salon de l'aviation légère à Cannes, qui l'année dernière a été fait à Lyon, et cette année sera fait à Pontoise. Donc les femmes pilotes auront un stand, donc voilà, encore une activité. Et puis septembre, il y a aussi le rassemblement des femmes européennes en juin, qui cette année va être à Vienne, et en septembre le rassemblement à Cuers. Voilà. Donc encore un peu de pain sur la planche. Un programme bien rempli. Absolument. Donc beaucoup de courage pour tout ça et Merci. Beaucoup de plaisir, j'espère que vous éprouverez en ces occasions. J'ai pas de doute. Merci beaucoup en tout cas.